Bonsoir. Le Cameroun est confronté à plusieurs crises de divers ordres. Sanitaire avec la pandémie due au coronavirus, à ce jour, nous comptabilisons environ 65 000 cas confirmés et la courbe continue d'aller croissante. Sociopolitique avec entre autres la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis la fin de l'année 2016. Malgré les tentatives de résolution, les différentes parties ont du mal à fumer le calumet de la paix. On a eu le grand dialogue national, les différents appels au dépôt des armes ou encore la conférence générale anglophone, mais la situation peine à se stabiliser. S'agissant de cette dernière, la conférence générale anglophone, l'un de ses organisateurs, mieux, l'un de ses piliers, repose désormais à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon, c'est ici à Douala. Christian Cardinal Toumi, décédé le 3 avril dernier, a été inhumé mardi dernier. Il s'en va sans que la paix qu'il a tant recherchée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et dans le Cameroun en général ne soit de retour. Au regard des multiples programmations et reports de cette rencontre et le décès du cardinal, doit-on la mettre aux oubliettes? La question, je vais la poser à notre hôte de ce soir. Il est co-auteur du livre intitulé « Traité des relations Église catholique et État au Cameroun », un hommage au cardinal Christian Toumi. Avec lui, nous reviendrons justement sur cet hommage-là et plus loin, nous parlerons de la situation sociopolitique au Cameroun. Notre invité PhD en droit public, droit de la commande, thèse soutenue à l'université de Tchang. Il est également chercheur en démocratie et gouvernance à la Kafou Policy Institute de la Denis Eleonora Foretia Foundation. PhD en gouvernance et intégration régionale de l'Institut de gouvernance des sciences humaines et sociales de l'Université panafricaine. Enseignant associé à l'Université catholique d'Afrique centrale, à l'Institut catholique de Bafoussam, à l'Institut panafricain d'administration et de la décentralisation de l'Université multinationale d'Ambam. Le docteur Steve Tametongue-Moutidier est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Oriane Alix, bonsoir à tous les téléspectateurs et merci pour votre invitation de ce soir. Alors le tout premier cardinal du Cameroun repose désormais à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon ici à Douala. Il a été inhumé mardi dernier. Que gardez-vous de ce défenseur des droits humains? Je crois que le souvenir de toute personne, catholique ou pas, en la personne du cardinal Christian Toumi est grand. Que nous soyons des plus jeunes ou encore des plus vieux, c'est un nom qui résonne dans la conscience collective. C'est un pasteur qui parle à ses ouailles et le Cameroun aujourd'hui est en regret de ne pas être un homme d'une telle dimension, d'une telle hauteur morale. Que retenir du cardinal Toumi? Énormément de choses. D'abord, c'est un prince de l'Église catholique. L'homme à la calotte rouge, le tout premier cardinal de l'histoire du Cameroun. Il faut le faire, il faut pouvoir admettre que c'est une statue qui permet de positionner le cardinal Toumi à une certaine hauteur dans la sphère camerounaise. Deuxièmement, c'est un bâtisseur et son parcours épiscopal plaît dans sa faveur. Parti de Yagua, ensuite pour Garoua, pour chuter à Douala comme archevêque et enfin se retirer en 2019. C'est un parcours épiscopal qui parle en sa faveur avec beaucoup d'œuvres à son actif, construction des écoles, construction de nombreuses églises et surtout remise sur pied de l'archidiocèse de Douala qu'il prend en 88 et qui est pratiquement en lambeaux. C'est un diocèse aujourd'hui qui est fier d'avoir connu un pasteur pareil. Également, un souvenir particulier du cardinal Toumi, c'est un homme de foi et qui a le courage de ses idées. Parce qu'on a connu le cardinal Christian Toumi non seulement sous la calotte d'un archevêque, précisément d'un cardinal, mais surtout d'un homme qui savait prendre position face aux différentes questions qui ténaillaient la société camerounaise, un homme qui avait le courage de ses opinions, qui savait dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'il le pensait, sans avoir peur, avec toute la décence et surtout avec toute la considération de ceux à qui le message était adressé. Beaucoup de personnes retiendront
plusieurs choses du cardinal, des expériences personnelles, mais de manière générale, voilà ce qu'on peut dire de cet homme aujourd'hui qui repose à la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Il n'est pas un saint, hein, parce que lorsqu'on vous entend parler, on a l'impression qu'il est déjà canonisé là. Ah non, le cardinal Toumi n'est pas un saint, mais je pense qu'on est dans une société où il faut reconnaître quand même des modèles. On est dans une société où il faut reconnaître des modèles, des valeurs, des icônes qui se construisent sous le socle d'un certain nombre de valeurs. Et en termes de valeurs, le cardinal Toumi a incarné un certain nombre de valeurs qui ne l'érigent pas à la stature des saints, mais qui méritent quand même d'être saluées, qui méritent d'être reconnues à sa juste valeur. Tout à fait. Alors, vous êtes co-auteur d'un livre intitulé « Traité des relations Église catholique et État du Cameroun » en hommage à son éminence cardinal Christian Toumi. Moi, je voudrais comprendre, pourquoi le cardinal? Pourquoi pas un autre catholique s'il s'agissait d'obédience religieuse? Pourquoi focaliser sur le cardinal? Alors, avant de décliner les raisons principales qui nous ont poussés à travailler sur le cardinal, je voudrais rendre hommage ici au co-auteur, co-directeur de cet ouvrage, l'abbé Noël Sofak, qui est recteur de l'Institut catholique de Bafoussam. Pour dire les choses telles qu'elles sont, c'est lui qui a eu l'idée ingénieuse de cet ouvrage. L'idée ingénieuse de cet ouvrage a mûri progressivement depuis son ordination en 2002 comme prêtre du diocèse de Bafoussam, où la dialectique du rapport entre les hommes politiques et les hommes d'église était particulièrement l'objet d'une attraction. Il a produit un premier opus sur la question et progressivement nous avons discuté jusqu'à pratiquement en 2018, nous avons pris l'engagement de mettre sur pied cette entreprise de rédaction de cet ouvrage, dont l'idée précisément c'est lui qui la tient. Et lorsqu'il a cette idée, il la partage avec moi et ensemble, nous essayons de lancer un appel à contribution pour rassembler autant de personnes possibles, autant d'intelligence, avoir le cocktail de réflexion nécessaire pour rendre hommage au cardinal Christian Toumi, l'homme à la stature plurielle. Et nous avons semblé important d'associer donc toutes ces intelligences pour pouvoir rendre hommage à ce grand homme. Ça, c'est ce qu'il fallait dire d'entrée de jeu. Mais trois raisons principales nous ont poussé à écrire sur le cardinal. La première raison, c'est que c'est le premier cardinal de l'histoire du Cameroun. C'est un prince de l'Église catholique. Et lorsqu'on dit c'est un prince de l'Église catholique, il est nanti de tous les attributs cardinalistes liés à sa statue et à son statut. Il ne faut pas oublier que les cardinaux sont les conseillers du pape. Oui. Et à ce titre, Monseigneur, le cardinal Christian Toumi avait vocation également à être pape. Ça n'aurait pas été une surprise. Donc à ce titre, simplement, c'était déjà quelque chose de fondamental en tant que prince de l'Église catholique. Deuxièmement, le cardinal Christian Toumi, parce que finalement, le cardinal Christian Toumi est un homme qui a souvent été perçu sous le revers de la controverse. Vous vous souvenez bien de l'étiquette qui lui a souvent été collée, l'évêque rebelle. À ce titre, c'est un personnage assez curieux et intéressant dans l'analyse. Et à sa façon, a contribué à structurer une certaine relation entre l'Église catholique et l'État au Cameroun. C'est vraiment la deuxième raison qui nous a poussé. Et la troisième raison qui nous a semblé décisive dans l'étude, la focalisation de notre analyse sur le cardinal Christian Toumi, c'est qu'on a eu le sentiment que nous sommes dans une société où on perd finalement les icônes, les modèles. Il nous a donc semblé important de graver dans le marbre de la littérature ces modèles-là pour qu'ils constituent non seulement un exemple pour les générations présentes, mais que les générations futures ne soient pas complètement déboussolées. À ce titre donc, le cardinal Christian Toumi semblait être pour nous une véritable valeur qu'il méritait d'être immortalisé dans le marbre de l'écriture. Voilà pourquoi donc nous nous sommes engagés pour ces trois raisons fondamentales. Nous avons pris nos plumes et nous nous sommes dit il faut pouvoir graver tout cela et être à la dimension de l'homme, d'offrir un ouvrage collectif à la dimension de l'homme qui était le cardinal Christian Toumi. Je reviens sur le titre, hein. Il est tout de même évocateur. Relations Église catholique, État au Cameroun. Pourquoi traiter de ces relations-là? Est-ce que vous avez relevé quelque chose d'anormal entre l'Église catholique et le Cameroun et l'État au Cameroun? Alors peut-être pas quelque chose d'anormal, mais en réalité la relation Église catholique et État au Cameroun a souvent été parée du voile du mystère ou bien du voile du mythe. Et notre entreprise tendait simplement à donner quelques clés de compréhension. La première chose à retenir, c'est que l'État du Cameroun est un État souverain.
Et l'État du Vatican, représenté par l'Église catholique ici au Cameroun, est également un État souverain. Il s'agit en fait des relations entre deux États souverains et à ce titre, donc, peuvent partager des choses ensemble et peuvent avoir aussi des dissemblances ou alors des différences sur certains points de vue. Alors cette relation, elle s'est construite pratiquement sur plusieurs années, précisément avant l'indépendance du Cameroun, mais elle s'est davantage enrichie avec l'indépendance du Cameroun depuis les années 60. Et cette relation donc est allée sur plusieurs bases, sur plusieurs points, tantôt les points de confrontation, les points de conflit, de friction véritable, d'affrontement même entre l'Église catholique et l'État au Cameroun sur des sujets précis, mais également une relation de dialogue qui s'est progressivement construite, l'Église et l'État se retrouvant pratiquement sur une même longueur d'onde sur des sujets particuliers. Donc nous avons essayé donc d'évoquer cette relation. Parfois des relations de complicité aussi. Ah oui, des relations de complicité, je dirais peut-être des relations de collaboration. Nous on a plutôt vu la complicité. Hein. Ah oui, en même temps, elle n'est pas totalement mauvaise cette complicité. Elle peut être positive et on peut évoquer un aspect par exemple. Cette relation de complicité, on l'a vu dans la tenue du Grand Dialogue National. Peut-être on en parlera. On voit également cette relation de complicité dans ce qui semble être l'hydre mortel aujourd'hui qu'est le Covid dans le monde. On voit bien que l'Église et l'État au Cameroun font main dans la main pour essayer, dans une certaine relation de complicité, de se poser en véritable rempart. Donc c'est une complicité qui peut être positive, mais qui parfois... Il y a également la complicité négative. Ah oui, ça, on ne peut pas manquer de le dire. Voilà pourquoi, dans le cadre de notre ouvrage, nous avons vraiment essayé de décrire cette relation sans prétention à l'exhaustivité, en étudiant aussi bien le côté court, c'est-à-dire le côté visible de tous, mais également en évoquant le côté jardin. Les sujets qui sont souvent considérés comme des sujets sombres, des sujets vraiment parés du voile, que nous avons par exemple essayé d'évoquer. Précisément, la question des assassinats des prélats et des religieuses dans l'Église catholique. Voilà un sujet particulier qui est objet des passions et qui a souvent été l'objet de tensions permanente entre l'Église au Cameroun. Avec beaucoup de mystères aussi. Avec beaucoup de mystères. Et l'un des derniers cas en date, effectivement, c'est l'assassinat. Je veux parler, comme les évêques du Cameroun ont parlé, l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala, l'évêque de Bafia, dont aujourd'hui nous n'avons pas toujours les conclusions depuis 2017. L'enquête, elle demeure ouverte, mais elle est parée du voile. Et on peut remonter la file. Et c'est un exercice que nous avons essayé de faire dans le cadre de cet ouvrage, en hommage au cardinal Christian Toumi. Nous avons essayé de mettre en relief, de remonter pratiquement la file de ces meurtres et de ces assassinats des prélats et des religieuses dans l'État au Cameroun et essayer de nous interroger sur les mystères qui ont toujours voilé tous ces crimes-là, tous ces crimes et tous ces assassinats. On n'a véritablement jamais connu quelles sont, les enquêtes n'ont jamais véritablement débouché sur des véritables personnes accusées. La plupart du temps, les enquêtes, elles sont ouvertes, mais elles terminent finalement dans un véritable sac de cul. Voilà un peu le côté jardin que nous avons essayé d'exploiter et un certain nombre également de faits qui ont souvent créé objet de tension entre l'Église catholique et l'État au Cameroun. Mais vous, dans vos recherches, ce sont des assassinats. Vous avez conclu, quand vous avez fait vos recherches par rapport à ces décès-là, vous avez conclu aux assassinats? Alors, vous avez bien vu, j'ai bien précisé en ce qui concerne le cas Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala, l'ancien évêque du diocèse de Bafia. La conférence épiscopale du Cameroun, en son temps, avait parlé d'assassinat brutal. Et c'est Monseigneur Cléda, Samuel Cléda, qui était en ce moment président en exercice de la conférence épiscopale du Cameroun. Mais n'en déplaise, il y a d'autres meurtres et d'autres assassinats qu'on peut évoquer. Le cas, par exemple, de l'abbé Mbassi, qui avait été pendant longtemps directeur de publication de l'Effort camerounais. On a le cas de l'abbé Mvin, Angilbert Mvin, qui demeure aujourd'hui paré du voile du mystère. On peut évoquer la question des sœurs de Djoum, par exemple, dans les années 92. Il y a un ensemble de crimes pareils. On peut évoquer encore le cas de l'ancien évêque de Ngaoundéré. Son nom m'échappe un peu. C'était un blanc. Je crois que ça me reviendra. Donc il y a un ensemble de faits pareils dont nous n'avons pas conclu à des assassinats. Nous ne pouvons pas conclure à un assassinat si les enquêtes qui sont censées être menées par l'État du Cameroun n'ont pas abouti à cette conclusion-là. Nous observons simplement qu'il y a des meurtres et des assassinats, mais il nous est
impossible d'affirmer véritablement qu'il s'agit de meurtre, d'assassinat, ou bien d'indexer, d'incriminer l'État du Cameroun, ou bien des personnes qui incarnent l'État du Cameroun comme des responsables de ces assassinats-là. Ok. Alors, aux relations Église catholique, État au Cameroun, je relève quand même que nous sommes un pays laïque. Y a-t-il ou alors peut-on parler de séparation claire entre ces deux entités? Alors, la séparation, elle n'est pas totalement nette. Mais je vais parler sous deux angles, sous l'angle du principe et sous l'angle de l'exception. Par principe, l'État du Cameroun est un État laïque. La laïcité est au cœur de la régulation de l'appartenance religieuse au Cameroun. Et cette régulation de l'appartenance religieuse trouve son plein accomplissement dans le préambule de la Constitution qui consacre le principe de la liberté religieuse et de la liberté de culte. Sur ce principe-là, l'État du Cameroun n'a pas adopté précisément, n'a pas pris fait et cause pour une religion. L'État a l'obligation de neutralité vis-à-vis de toutes les à l'égard de toutes les religions qui s'expriment au Cameroun, d'où le principe de la laïcité. Ça, c'est le principe. Mais étant entendu que l'Église, en réalité, qu'il s'agisse de l'Église catholique, qu'il s'agisse de l'Église évangélique, qu'il s'agisse des nouvelles églises, qu'il s'agisse des témoins de Jéhovah ou alors des musulmans, toutes ces religions-là foisonnent et se rencontrent au sein de l'État. Et l'État, à un moment, est obligé d'entretenir une relation avec eux. Parce que ceux qui sont considérés comme des chrétiens, ou alors ceux qui sont considérés comme des musulmans, sont après tout des citoyens de l'État du Cameroun. À partir de ce moment, il est difficile de couper totalement, d'avoir une césure dans la relation entre l'Église catholique, entre l'Église dans son ensemble, l'ensemble de toutes les églises et l'État au Cameroun. Et en ce qui concerne précisément l'Église catholique au Cameroun, la relation elle est particulièrement poussée. On n'ira pas jusqu'à dire que les catholiques sont les plus représentés en termes de répartition d'appartenance dans les différentes religions. Mais toujours est-il que l'Église catholique apparaît comme la mieux structurée et se présente comme celle qui est mieux organisée en termes d'interface pour dialoguer avec l'Église, pour dialoguer avec l'État au Cameroun. Je fais remarquer de manière simple que l'Église catholique au Cameroun abrite ici, au Cameroun précisément, l'annonciature apostolique. C'est-à-dire l'ambassadeur du Vatican au Cameroun. C'est pour la sous-région. Et c'est pour la sous-région, non seulement au Cameroun et en Guinée équatoriale. À ce titre, il parle de tête à tête, d'homme à homme avec le président de la République. Donc, à ce titre, donc, l'Église catholique, elle est mieux structurée, elle est mieux organisée pour servir d'interface entre l'État et elle. Voilà pourquoi donc la relation ne peut pas être totalement coupée. C'est une relation qui, sur le principe, repose sur la laïcité, mais qui, dans la pratique, se nourrit d'un certain nombre de points en commun. Alors, on va parler du cardinal encore, puisque votre ouvrage lui rend hommage. Connaissant son engagement pour la paix en général au Cameroun et en particulier dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, avec son départ, est-ce qu'il y a à craindre pour la suite de son combat? Alors, vous avez parlé du cardinal Christian Toumi comme un homme de paix et c'est fondamental d'y insister. Parce que dans un contexte camerounais qui est particulièrement chrysogène sur plusieurs fronts, le mot paix est fondamental et nous sommes à la quête de la paix. Et je pense modestement que s'il y a l'une des plaies ou bien s'il y a l'une des rancœurs, entre guillemets, avec lesquelles le cardinal Savant aujourd'hui, c'est de laisser un pays complètement en crise, précisément dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Et dire que le cardinal Christian Toumi était un homme de paix, ce n'est pas une vue de l'esprit. D'ailleurs, à plusieurs titres, il a été reconnu comme tel. Je voudrais simplement faire observer qu'en termes de valeur, le cardinal Christian Toumi a reçu en 2011 le prix Transparency International de lutte contre la corruption. Je voudrais faire observer qu'en 2019, il a reçu le prix Nelson Mandela de l'intégrité offerte par la fondation Denis Anlenora Foretia Foundation. C'est une fondation à laquelle j'appartiens et qui œuvre pour la reconnaissance et l'immortalisation, la récompense des personnes surtout qui œuvrent d'une certaine manière pour l'intégrité, pour des valeurs comme celle de la paix. Et donc aujourd'hui, le cardinal Christian Toumi en disparaissant, on a beaucoup de peine parce que nous avons vu son engagement
dans la quête d'une solution véritable à la crise qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et dans le cadre de notre ouvrage, nous avons précisément travaillé sur cette question, sur la contribution du cardinal Christian Toumi dans la reconstitution de la toile Cameroun, de la toile qui semble aujourd'hui complètement fissurée. Il est fort à craindre. On ne peut pas minorer son engagement. On se souvient que dès les premières heures de cette crise, et déjà même avant la crise, si on retourne à son ouvrage, publié en 2011, qui semble être pour moi le testament véritable qu'il laisse au Cameroun, ma foi, un Cameroun à remettre en œuvre, la question anglophone était déjà abordée. Il annonçait déjà des couleurs dans cet ouvrage qui est fondamental. J'invite vraiment les Camerounais à retourner à cet ouvrage et à le conserver comme un véritable testament. Et pour le cardinal Christian Toumi, la question anglophone, étant lui-même ressortissant de cette zone, ne pouvait pas être traitée avec beaucoup de légèreté. Elle méritait d'être prise au sérieux. Et donc, dans cet ouvrage, il disait il est important que l'on dialogue. Et le dialogue, c'est l'une des clés fondamentales pour tout homme de paix. Pour montrer son engagement, vu l'enlisement de la crise à partir des années 2016, le cardinal Christian Toumi a pris l'initiative d'organiser une All Anglophone Conference qui tendait donc à rassembler tous les anglophones pour les écouter, parce que pour lui, il n'y a pas de solution, il n'y avait pas de solution sans écoute. Quelles que soient les obédiences d'appartenance, tout le monde méritait d'être écouté. On n'a pas à sanctionner quelqu'un pour son opinion. Tout le monde méritait d'être écouté. On connaît le sort qui a été réservé à All Anglophone Conference, qu'il faut bien le préciser, n'était pas simplement une initiative du cardinal Christian Toumi, qui rassemblait les leaders religieux de plusieurs confessions. On avait l'imam de la grande mosquée, du sud de Bamenda, également de Boya. On avait également les hautes autorités religieuses de l'église protestante qui étaient conviées à toutes ces assises. Vous voyez bien que dans le processus, l'idée c'était de rassembler. L'idée de rassemblement était fondamentale. On connaît le sort qui a été réservé à la All Anglophone Conference, qui a été renvoyé plusieurs fois et qui finalement ne s'est pas tenu. Est-ce qu'il faut dire que c'est complètement clos? Est-ce que cette page est complètement fermée? Peut-être pas totalement fermée, mais il est fort à craindre que l'absence du cardinal Toumi plombe un peu l'initiative. Parce qu'il faut dire qu'il était vraiment la figure visible de cette All Anglophone Conference. Une autre chose qui est fondamentale, c'est que le cardinal Christian Toumi, malgré le fait que la All Anglophone Conference ne s'est pas tenue, il a bien participé au grand dialogue national qui a été convoqué par le président de la République afin d'adresser de manière suffisamment claire la question anglophone. Il faut bien se souvenir que lorsque le grand dialogue national, le président de la République, dans son adresse à la nation de septembre 2019, avait annoncé la tenue du grand dialogue national, le cardinal Christian Toumi avait été l'un des premiers à dire c'est quelque chose de fondamental, on l'attendait parce que de toutes les manières, il faut dialoguer. Et vous-même, vous êtes au courant de toutes les controverses qui ont entouré sa participation à ce grand moment d'échange national. Justement, le cardinal il a été aussi critiqué tant par les séparatistes que par le gouvernement de par ses opinions. Certains l'ont traité de politicien, les séparatistes ont dit qu'ils partisent avec le gouvernement. Finalement, on doit se placer de quel côté? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Alors, le cardinal Christian Toumi, politicien, cet aspect, je voudrais rapidement l'évacuer sans prétention à quoi que ce soit. Il faut toujours rappeler ceci. Le cardinal Christian Toumi, pendant son ordination sacerdotale, avait pris 3 engagements qu'il ne cessait de rappeler. 3 engagements fondamentaux. Le premier engagement, c'est de ne jamais attaquer une personne pendant ses homélies, par la chair, nommément une personne. Deuxième engagement, toujours aller là où son évêque l'enverra, le vœu d'obéissance. Troisième engagement, ne jamais prendre part à une assise politique, à une assise d'une formation politique. À ce titre, il est suffisant pour dire que le cardinal Christian Toumi ne pouvait pas être considéré comme un politicien. Ça, c'est le principe. Maintenant, le cardinal Christian Toumi était un citoyen comme tout le monde. De plus, c'était un prince de l'Église catholique, un cardinal avec une stature morale. Et lui-même, il le disait. La liberté est une valeur évangélique qu'il revendique pour le peuple. Là où les hommes sont opprimés, il a l'obligation
de s'exprimer. Parce que c'était également un homme, un défenseur de la justice. Vous savez bien qu'il ne peut avoir de paix sans justice. La justice est la condition fondamentale de la paix. Voilà pourquoi dans l'Église catholique, on parle souvent de commission justice et paix. La paix est indissociable de la justice. Donc, sur cette question, il faut être totalement clair. La participation du cardinal Christian Thomy au Grand Dialogue National, comme vous l'avez dit, a été particulièrement controversée. Nous l'avons également abordé dans le cadre de notre ouvrage qui traitait de cela et nous nous sommes dit, est-ce que le cardinal Christian Thomy n'avait pas trouvé une occasion par le Grand Dialogue National de jouer son barreau d'honneur? Et je crois que quelques mois après, l'avenir nous a donné raison. Parce que l'ouvrage étant paru en juillet 2020, c'est en avril 2021 que le cardinal Christian Thomy décède. Étant entendu que le dialogue national s'est tenu pratiquement en novembre, entre septembre et fin septembre et début novembre 2019. Pour nous, quoi qu'on ait pensé, il nous a semblé important. On s'est dit, sans doute le cardinal, à travers la participation au Grand Dialogue, joue son barreau d'honneur. S'il n'a pas réussi à organiser la All Anglophone Conference, peut-être il est important de participer au Grand Dialogue National pour apporter sa caution et essayer de trouver une véritable solution à la crise anglophone qui tenait les régions anglophones. Et à ce titre, se retirer de ce grand moment aurait été considéré par plusieurs personnes comme un aveu de faiblesse ou alors comme une sorte de trahison. On peut comprendre que le cardinal Christian Thomy soit pris entre deux feux. Le feu de la participation et le feu de la non-participation. Mais je crois que le dénominateur, ce qui doit être vu et retenu, c'est que premièrement, le cardinal Christian Thomy semblait jouer son barreau d'honneur, vraiment pour sortir de la scène politique. Et deuxièmement, pour lui, ça semblait être l'occasion idoine pour véritablement trouver une solution à la crise anglophone. Et il n'était pas question pour lui de manquer à ce grand moment. Alors, on parle de la conférence générale anglophone qui n'a pas encore pu se tenir. Mais est-ce qu'il ne faut pas dire aussi que le grand dialogue est un pas vers la résolution de cette crise? Il était important que les partis se parlent. Parce que de part et d'autre, que ce soit de la voix des personnes à l'intérieur du Cameroun ou alors des amis du Cameroun à l'international, tout le monde a appelé au dialogue. Voilà pourquoi lorsque la question du grand dialogue national, lorsque le président de la République a convoqué le grand dialogue national, tout le monde était content. Parce qu'on s'est dit, enfin, on va devoir se parler. Mais il faut pouvoir dire que la question du dialogue n'a pas toujours été acceptée. Je ne vais pas revenir sur les passes d'armes qu'il y a eu entre les différentes personnalités de la République. On sait bien ce qui s'est passé sur la question du dialogue. Il y a beaucoup d'apparatchiks du pouvoir qui premièrement ont nié le problème anglophone, ou alors la question anglophone, ou alors la crise anglophone, ou alors le conflit guerrier anglophone aujourd'hui. Deuxièmement, il y a des personnalités qui ont complètement été contre l'idée d'un dialogue en estimant que le dialogue avait déjà été mené. Il faut dire que le président de la République avait pris finalement de court tous ceux qui, dans son camp, avaient estimé que la question anglophone méritait d'être résolue aussi facilement. En appelant donc au dialogue, c'était un bon pas finalement pour pouvoir s'asseoir. 1 an après ou 2 ans après, on peut faire le bilan. L'objectif du grand dialogue national, c'était en réalité de résoudre la crise anglophone. 2 ans après, chacun est capable de faire le bilan et de se dire, on entend toujours le crépitement des armes dans la zone anglophone. Le plus important aujourd'hui, c'est taire les armes. On continue à perdre des Camerounais, des soldats de nos forces de défense qui décèdent. On continue à perdre des civils qui décèdent. On continue à perdre des religieux également qui décèdent dans la crise, dans le cadre de cette crise. On continue à avoir de nombreux déplacés. Et à tout ce mouvement, on a surtout la question de la crise alimentaire et la crise de l'avenir qui se pose. Donc, chacun est capable aujourd'hui de se faire une idée de ce que le grand dialogue national a été. Quoi qu'il ait été, c'était un bon moment d'échanger. On a suffisamment eu des controverses sur les modalités d'organisation. On a eu des controverses sur la participation des uns et pas des autres. Je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, on peut se dire, finalement, est-ce que le grand dialogue national a apporté quelque chose de décisif
dans la résolution de la crise anglophone. Avant de faire le bilan, est-ce que, selon vous, qu'est-ce qu'il fallait mettre, ou alors pour que ce soit une véritable réussite et qu'on ait les solutions attendues, qu'est-ce qu'il fallait ajouter dans ce qui avait déjà été mis en place? Alors, je ne vais pas donner une solution magique. Je vais essayer d'être un peu méthodique. D'abord, première chose, il faut comprendre que ce qui est considéré aujourd'hui comme la crise anglophone, au-delà d'être une crise d'une certaine minorité ou d'une crise identitaire, c'est une crise qui plonge dans la gestion de l'héritage colonial du Cameroun. Il ne faut jamais oublier cette partie historique qui aujourd'hui meuble la crise anglophone, c'est complètement fausser le problème. La composante ou bien la minorité anglophone a toujours été fondamentale dans l'histoire du Cameroun. Et on peut revisiter l'histoire du Cameroun pour se rendre compte du cheminement qui a été fait pour prendre en compte cette minorité-là. Qu'il vous revienne simplement à l'esprit la réunification du Cameroun en 1961. Qu'il vous revienne également à l'esprit la volonté d'unification, certes, du Cameroun en 1972, mais en tenant compte surtout de cette minorité anglophone. Donc, parler de la crise anglophone ou parler de la résolution de la crise anglophone en éludant complètement cet aspect fondamental lié à l'histoire et à la gestion du patrimoine colonial, c'est complètement, me semble-t-il, fausser le débat. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il semblait important dans l'organisation du grand dialogue national, bien que toutes les consultations aient été faites, on a vu le Premier ministre qui était véritablement à l'œuvre, qui a mené des consultations dans toutes les sphères de la société. Il était important, nous semble-t-il, d'associer véritablement tout le monde. Parce que quoi qu'on dise, le gouvernement certes a tendu la main pour que tout le monde participe, mais le climat n'était pas suffisamment, nous semble-t-il, apaisé et suffisamment serein pour rassembler le plus grand nombre. Je fais observer qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent des sécessions du Cameroun. Mais peut-être c'est l'angle minoritaire du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, on focalise totalement sur la sécession. Mais combien de voix sont pour la sécession? Qu'il me soit permis de revenir encore au travail du cardinal Christian Toumi. Dans le volumineux document de 400 pages qui avait été envoyé, le travail qui avait été fait et qui était en prélude à l'organisation de la All Anglophone Conference. L'un des véritables problèmes qu'adressaient les anglophones dans le cadre de cette crise, le point numéro 1, c'était le problème de la malgouvernance. Il ne faut jamais l'oublier. La malgouvernance. Et qui dit malgouvernance prend fondamentalement en cause la considération de la minorité anglophone dans la répartition de la richesse nationale. Ce n'est pas qu'une question de poste de responsabilité. Ce n'est pas simplement à ce niveau. C'est une question de prise en compte de cette minorité dans l'ensemble de la société. Parce que quoi qu'on dise, c'est un avantage pour le Cameroun d'avoir une culture à la fois francophone et anglophone. Vous savez aujourd'hui que la tendance un peu partout, c'est d'envoyer nos enfants aussi bien dans les écoles bilingues. Ouais. Or, c'est un héritage fondamental qu'il est important de capitaliser. Donc, il nous semble donc que la question de la sécession dans ce document-là ne venait pas en première priorité, le document du cardinal Christian Toumi. Ce n'était pas la question de la sécession. Pour dire que la voix des sécessionnistes, elle peut être peut-être minoritaire, mais il y a d'autres voix encore qui tonnent. Il y a les voix, par exemple, des fédéralistes. Il y a la voix, par exemple, de ceux qui sont pour l'unité du Cameroun. Il y a la voix de ceux qui sont pour l'unité décentralisée, telle que nous sommes en train de l'opérationnaliser. Le plus important, c'est que tout soit écouté. Mais en réalité, la participation de toutes ces franges, quoi que le gouvernement ait fait patte blanche et montré qu'il était totalement ouvert pour accueillir tout le monde, le problème, c'est que le climat n'était pas suffisamment rasséréné. Je fais observer qu'il y avait des mandats, jusqu'à ce jour, des mandats d'arrêt internationaux, qui sont lancés contre les principaux, entre guillemets, leaders de cette crise, qui financent la crise à l'extérieur. Des mandats d'arrêt internationaux qui sont lancés. Je fais observer que dans les geôles de la prison de Kondengi se trouve celui qui pendant longtemps a été présenté comme le président de cette république imaginaire d'Ambazonie, Sisiku Ayuk Tabe et tout son gouvernement. Le grand dialogue national s'est tenu à Yaoundé.
Sissi Kouaye Octabé était certes à Yaoundé, emprisonné, à vie, pour des faits. Mais est-ce que dans le cadre d'un certain apaisement, il n'était pas important de rassembler tout le monde, de créer finalement le cadre qui devait permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer, au moins s'exprimer pour être écouté. Parce que comme je l'ai dit, la voix sécessionniste sans doute n'est pas la voix la plus majoritaire. Alors est-ce que on va dire que l'autre camp ne devrait pas aussi montrer son envie d'aller vers cette paix? Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de ce qui a été fait, l'autre camp ne devrait pas également dire « Bon, ils ont quand même fait ceci, on devrait faire cela pour que la paix revienne dans ces régions ». Alors quand vous dites l'autre camp, il s'agit de quel camp précisément? Il y en a qui veulent se séparer, qui ne veulent pas être rattachés au Cameroun. Tel que le cardinal, déjà, vous l'avez bien dit, dans sa quête de proposition, il s'est retrouvé buté face à un groupe pas très grand, mais qui ne voulait rien entendre d'autre que la séparation. Comment faire face à ceux-là qui ne veulent plus rien comprendre? Et est-ce qu'à ce moment-là, il ne devrait pas aussi se dire le gouvernement a quand même fait ceci, nous pouvons aussi faire cela pour s'entendre? Ne serait-ce que pour s'asseoir même et parler, parce que quand on veut la séparation, certains n'ont même pas voulu venir s'asseoir pour parler. Vous avez raison de poser la question de cette manière, parce qu'aujourd'hui, la question anglophone, elle est suffisamment complexe. Elle n'est plus suffisamment simple, telle qu'on le pense. Quand vous dites l'autre camp, j'imagine que c'est le camp opposé au gouvernement, en face du gouvernement. Aujourd'hui, je peux vous poser une question simple. Qui est le leader en réalité? Qui est la voix la plus audible dans le camp anglophone? Si vous posez la question, vous allez répondre vous-même. Hein? C'est moi qui pose les questions. Voilà. Donc, je voudrais simplement faire observer qu'il y a aujourd'hui plusieurs voix. D'accord. Et c'est parce que, il faut le dire aussi, la question n'a pas été suffisamment bien adressée dès le départ. De quel côté? Qui n'a pas bien adressé la question? Alors, est-ce que ceux qui ont voulu la séparation n'ont pas bien pensé le truc? Parce qu'il faut pas qu'on oublie que également dans le camp de ceux qui veulent la séparation, c'est séparé. C'est-à-dire que aujourd'hui, même dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il y a séparation. On entend parfois ceux du nord-ouest dire « nous on ne veut pas être dirigés par les gens du sud-ouest ». Ceux du sud-ouest également disent « on ne veut pas être dirigés par les gens du nord-ouest ». Est-ce que déjà cette question avait été bien pensée par ceux qui ont voulu la séparation? La question de la sécession n'apparaît pas aujourd'hui. Il faut pouvoir restaurer les faits. Vous savez, pendant longtemps au Cameroun, il y a ce qu'on a appelé le Southern... Le SCNC. Qui pendant plusieurs années a toujours manifesté l'intention de la sécession. Mais la voix du SCNC a toujours été minoritaire. Il faut pouvoir le dire. Le SCNC est allé jusqu'aux instances, l'Union africaine et l'ONU, pour essayer de se faire reconnaître. Donc, il faut pouvoir restaurer les choses en disant que la voix sécessionniste a toujours existé, mais elle n'était pas aussi exacerbée qu'aujourd'hui. La question aujourd'hui qu'on peut se poser, c'est pourquoi on a l'impression que la rhétorique de la sécession semble la plus en vue. Elle semble le plus en vue à notre point de vue, il nous semble. D'abord parce que les uns et les autres qui sont du côté anglophone ont considéré que les brutalités, entre guillemets, qu'ils auraient subies, que la manière avec laquelle ils n'ont peut-être pas été écoutés a exacerbé cette envie-là. Je ne voudrais pas faire l'apologie de la sécession, je restaure simplement les faits. Il vous souvient qu'il y a un honorable dans ce pays, l'honorable Joseph Wiba, qui s'exprimant à l'Assemblée nationale avait adressé de manière claire la question de la sécession et précisément le problème anglophone, en parlant de l'obligation de résistance face à l'oppression. Mais il m'a semblé que l'honorable Joseph Wiba n'a pas suffisamment été écouté dans ce qui se préparait dans ces régions. Et plusieurs fois, plusieurs personnalités de la République ont souvent, et même le cardinal Toumi,
a souvent attiré l'attention sur ce qui se passait dans la zone anglophone. Je pense que le sentiment de sécession est peut-être exacerbé aujourd'hui en raison du manque d'écoute qu'il y a eu entre les différentes parties, peut-être aussi du sentiment d'abandon que ces personnes ont reçu. Mais il faut restaurer les choses en disant que la voix sécessionniste ne nous semble pas être la voix la plus audible. Si la sécession n'est pas une option, si la sécession n'est pas admise, les sécessionnistes méritent aussi, nous semble-t-il, dans le cadre d'une véritable initiative commune, d'être écoutés. Et ça, je vais reprendre le cardinal Toumi qui disait, même si c'est les diables, il faut les écouter au moins, pour les convaincre de notre opinion. À partir du moment où ils ne sont pas écoutés, ils ont le sentiment d'être marginalisés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, qui doit faire le pas de ce côté? La situation aujourd'hui semble être un peu, comme je l'ai dit, elle est suffisamment complexe. Parce que qui répond aujourd'hui? Qui répond aujourd'hui dans la partie anglophone? Est-ce Ayuk Tabe? Est-ce Chris Agnew? Est-ce Ayabacho? Est-ce les différentes factions militaires sur le terrain? Parce que vous savez que dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a plusieurs factions militaires. Est-ce la branche, par exemple, tenue par Phil Marshall? Est-ce la branche tenue par d'autres personnes? Des nombreux kidnappings, on en a connu. Et les kidnappings, et le cardinal Christian Toumi lui-même a été kidnappé. Des hautes personnalités ont été kidnappées, des hautes personnalités de la République ont été tuées. Donc, aujourd'hui, la question, elle est suffisamment complexe et on se demande bien comment on peut l'adresser. Mais il faut reconnaître une chose, il y a une manière. On peut, quoi qu'il en soit, traiter de la question anglophone. Parce que ce n'est pas une question qui doit rester éternelle au Cameroun. Comment ça? Parce que je voudrais quand même revenir, vous avez relevé quelque chose là. Même si c'est le diable, il doit être écouté selon le cardinal. Le cardinal a discuté avec ces personnes. Et lui-même a relevé qu'il y a une minorité qui voudrait la sécession. Il a discuté avec eux. Pourquoi n'ont-ils pas tout au moins écouté le cardinal? Moi, je me pose la question. Je me pose la même question. Pourquoi? La question que je voudrais poser autrement, c'est si le cardinal a discuté avec ceux qui veulent la sécession, pourquoi le cardinal a-t-il été kidnappé? Et par qui le cardinal a-t-il été kidnappé? Peut-être pour lui passer encore un message. Message qu'il a relayé, d'ailleurs, au lendemain de sa libération. Est-ce que là, on ne peut pas aussi se dire que ceux-là veulent que la guerre perdure? Ils ne veulent pas vraiment que les armes se taisent. Alors, vous touchez un aspect qui est fondamental, la question de la guerre. Il faut bien comprendre que dans la question de la guerre, il y a ce qu'on appelle l'économie de la guerre. Il y a le business de la guerre qui se crée derrière. Voilà pourquoi la guerre en elle-même n'est pas souhaitable. Elle n'est pas bonne. Parce qu'il y a des gens qui ont particulièrement intérêt à ce que la guerre perdure. Parce que derrière cette guerre, il y a de nombreux intérêts. Ouais. Autant on peut soupçonner, je dis bien autant, on peut soupçonner les personnes, les anglophones qui sont engagés dans le conflit de vouloir faire perdurer la guerre, autant on peut soupçonner certaines personnes, proches du gouvernement ou non, d'entretenir aussi la guerre. Effectivement. À cause de l'économie et du business de la guerre qu'il y a derrière. Donc il n'est pas suffisamment facile de dire tel camp veut la guerre ou tel camp ne veut pas la guerre. Il est important de toutes les manières que la question anglophone soit adressée aujourd'hui avec tact et méthode. Mais selon vous, quelle pourrait être la bonne approche pour une sortie, j'ai envie de dire, certaine de cette crise? Ce ne sera pas peut-être un mantra que je vais donner ou bien une formule magique. Nous avons fait suffisamment de contributions, nous avons suffisamment écrit sur la question anglophone et l'une de nos dernières publications sur la question qui est parue sur le site du Carrefour Policy Institute, c'était pour une résolution durable du conflit anglophone, l'urgence d'un vrai dialogue inclusif. Ben, le grand dialogue national, il était inclusif. Alors, première chose, derrière l'idée chez nous de vrai dialogue, il ne faut pas voir une dénégation du grand dialogue national. D'accord. Le grand dialogue national était une pierre importante. Mais il est important pour nous, semble-t-il, de continuer à dialoguer. Quelle que soit la forme par laquelle il faut prendre ce dialogue. Quel que soit, on n'est pas forcément obligé d'organiser quelque chose de grand.
le dialogue peut se faire de manière officieuse. Mais je pense que pour marquer les esprits, il est important que ce dialogue-là, qu'il soit fait vraiment de manière ouverte. Je vais vous prendre simplement un exemple. Imaginez un seul instant. Qu'à Yaoundé, ou à Boya, ou à Bamenda, le président de la République se retrouve dans l'une de ces villes. Que l'on retrouve Sisikou Ayoktabe à côté du président de la République. Que l'on retrouve tous les représentants et du gouvernement, et de l'administration, et de la société civile, et de l'Église. Et c'est en ça que le cardinal Christian Toumi aurait été important. Imaginez tout ce beau monde et ceux de la diaspora rassemblés pour dire il faut qu'on arrête. Est-ce que l'image n'est pas suffisamment belle? C'est facile de le dire ainsi. Mais pour que tout ce monde soit créé, pour que tout ce beau monde soit rassemblé, il y a un certain nombre de conditions qui nous semblent importantes de remplir. La première chose, pour nous, il faut que les armes se taisent. Il n'y a pas mille manières pour que les armes se taisent. L'histoire du monde nous enseigne. L'histoire et surtout la rhétorique ou la théorie de la résolution des conflits nous l'enseigne dans le monde. La seule manière de faire taire les armes, c'est le cessez-le-feu. Et il n'est pas question de dire aujourd'hui que l'un des camps doit taire les armes contre un autre, ou alors de dire que l'armée précisément tue, ou alors que les sécessionnistes tuent. Non. Le cessez-le-feu, il peut être unilatéral comme il peut être négocié. Et nous obstons, il nous semble décisif dans le cas de ce cessez-le-feu de le vouloir négocier. Négocier un cessez-le-feu pour que les armes arrêtent de crépiter. Première chose. Et ça, la diplomatie aussi bien officielle qu'officieuse peut se mettre en œuvre pour que les partis réussissent à taire les armes. Au moins, du camp de l'État du Cameroun, on sait que ce sont nos forces armées et de défense professionnelles qui sont au front. On sait que du côté de ceux qui mènent la guerre, il y a plusieurs groupes. Et il y a des contacts avec ces différents groupes, les leaders de ces différents groupes. On peut négocier dans une formule officieuse ou alors officielle. Ça, c'est la première chose, parce qu'il n'y a pas de résolution sous le crépitement des armes. Ça, c'est ce qui nous semble important. Deuxièmement, nous l'avons dit dans le cadre de notre réflexion, il est important de créer le climat de confiance entre les différentes parties. Aujourd'hui, je pense que le plus grand mal à la crise anglophone, c'est le manque de confiance entre les parties. Il y a un déficit de confiance qui est profond. Et ce déficit de confiance est animé par des intérêts divers, animé surtout par la radicalisation des partis. Il faut créer un climat de confiance. Et comment créer un climat de confiance? Il nous semble important que nos partenaires doivent pouvoir entrer en jeu pour aider les deux parties à se regarder en face. Parce que quoi qu'on dise, il s'agit bien des Camerounais, au moins pour ce que nous sachions. Il s'agit des Camerounais qui s'affrontent. Et même, si nous n'avons pas envie de convoquer les autres dans nos affaires, nous-mêmes, nous sommes en même, à travers des personnes de moralité acceptable, des personnes suffisamment représentatives au Cameroun qui sont capables de travailler pour mener ce climat de sécurité, ce climat de confiance entre les parties, en se disant, c'est le Cameroun qui est supérieur. Quel Cameroun voulons-nous laisser à nos enfants? Est-ce un Cameroun de guerre? La troisième chose qui est fondamentale pour nous, c'est de pouvoir associer tout le monde. Que tout le monde soit associé. Et il n'y a qu'une seule personne pour associer tout le monde en notre sens. C'est le président de la République. C'est le président de la République. Ma foi, je pense parfois que les gens ne mesurent pas suffisamment l'impact positif que peut avoir la présence du plus haut représentant de l'État dans le cadre d'une négociation. Certes, il y a des émissaires que le président de la République envoie, mais il nous semble important que le président de la République doit pouvoir tenir ce bâton, le bâton de la réconciliation et le bâton de la résolution de lui-même.
Parce que sa présence en elle-même est suffisamment rassurante. Sa présence est un gage de sérénité, quoi qu'on en pense. Sa présence, elle est fondamentale parce que c'est lui et lui seul qui est capable de donner tous les gages, de donner tout ce qui est nécessaire parce qu'il ne faut pas oublier, et c'est fondamental. La question anglophone ou la crise anglophone aujourd'hui, elle est profondément liée à ce que le président Biya voudra que le Cameroun soit. Il fait partie de l'héritage qu'il laissera au Cameroun. Il ne me semble pas important que le président Biya, il ne semble pas intéressant que le président de la République puisse passer dans l'histoire en laissant ce conflit anglophone terrasser le Cameroun. Il est important qu'il soit celui en face qui tient le bâton de pèlerin, qu'on le voit à l'œuvre dans la recherche de solutions véritables à la crise anglophone. Très bien, je vous ai longuement écouté, je relève quand même quelques points. Quand vous parlez de cesser le feu, on a l'impression qu'on est dans une guerre conventionnelle. Cesser le feu, l'armée régulière devrait, c'est celle qui est autorisée à avoir les armes. Est-ce que ici, dit que cesser le feu, c'est pas mettre notre armée au même niveau que ceux qui ont pris les armes? Est-ce que là, ça pose pas problème? Non. D'abord, notre armée ne doit pas être mise à un quelconque niveau que ce soit. Notre armée, ce sont des forces républicaines qui ont l'obligation de préserver l'intégrité du territoire, la sécurité des biens et des personnes. Oui. Il n'est pas question de mettre l'armée sur un certain piédestal et de mettre une autre force sur ce même piédestal. Non, pas du tout. Ça, ce n'est pas le débat. Le débat, nous semble-t-il, dans la question anglophone, précisément dans la zone anglophone, comme je l'ai dit, c'est que désormais, il y a beaucoup trop de complexité. Au-delà de ceux qui se battent véritablement pour la sécession, il y a des bandits qui se sont infiltrés. Et je vous ai parlé de l'économie de la guerre. D'accord. Or, dans cette confusion, l'armée parfois est prise au dépourvu parce qu'il est difficile de distinguer qui est bandit, qui est sécessionniste. Parce que l'armée a l'obligation de réprimer le bandit. Ouais. Ce qui porte atteinte à la sécurité des biens et des personnes et surtout à l'intégrité du territoire. C'est clair. Vis-à-vis de cela, l'armée a l'obligation d'agir. Mais l'armée aujourd'hui, notre armée, est dans une situation totalement ambiguë et on peut la comprendre parce que sur le terrain, on ne sait plus qui est qui. Il y a tout un melting pot. L'autre partie aussi, il faut apaiser les cœurs, il faut la réconciliation. Je voudrais comprendre, hein, comment faire quand on a par exemple en face une famille qui a vécu la décapitation. On se rappelle qu'à un moment c'était filmé, relayé sur les réseaux sociaux, une famille qui a vécu la décapitation, les kidnappings, les vols. Comment à ce moment-là convaincre ces personnes-là qui ont vécu ça que bon, pour la paix, on va libérer votre bourreau par exemple. Je veux dire, je prends le cas où on aurait arrêté celui qui a posé cet acte-là. Comment dire à cette famille-là ou à ce camp-là, bon, pour la paix, on va libérer celui-là qui a décapité votre mère devant vous ou qui a kidnappé, vous a extorqué des millions? Comment il faut faire à ce niveau-là? Vous touchez un point qui est fondamental et qui est particulièrement sentimental, je vais dire. Et c'est en ça que la crise anglophone, si elle n'est pas mieux gérée, si elle n'est pas suffisamment prise avec tact, on peut se retrouver sur des lendemains incertains. Voyez-vous, c'est suffisamment blessant pour un enfant qui a vu son parent être décapité, qui a vu sa mère être brûlée, qui a vu sa grand-mère être tuée à bout portant, d'oublier l'image. C'est au-delà de la guerre. Et cet enfant, ou alors, un enfant qui a vu son papa en treillis militaire revenir dans un cercueil. Parce qu'il allait défendre les couleurs de la patrie. C'est quelque chose de profond. Parce que à cet enfant, on n'a pas suffisamment de mots pour lui expliquer ce qui se passe en ce moment. Effectivement. Et il grandit
avec dans son cœur un sentiment d'injustice, première chose, et deuxièmement avec le sentiment de vengeance, avec un ressentiment profond. Comment donc faire croire que cette question, la question anglophone, peut être résolue d'un tour de main? Ce n'est pas aussi évident. Voilà pourquoi nous avons dit dans notre approche, nous n'allons pas donner une solution magique. La résolution de la crise anglophone sera un processus, parce qu'après il faudra penser les cœurs. Il y a beaucoup de ressentis, parce qu'on a beau aujourd'hui éliminer ceux que nous considérons comme des ennemis, éliminer ceux de nos frères qui sont dans l'armée, mais il reste que les enfants de ceux qui sont en train de partir aujourd'hui grandissent avec ce sentiment dans le cœur. Vous ne direz pas à un enfant qui a vu par exemple son parent être décapité qu'il n'a pas le droit de défendre une cause qui lui semble juste au nom de son père ou de sa mère. Cet aspect est fondamental et doit être pensé. Voilà pourquoi la résolution de la crise anglophone aujourd'hui est un tout. Non seulement l'aspect institutionnel doit être réglé, doit être abordé, l'aspect des acteurs doit être adressé avec tact, mais également l'aspect sentimental doit être adressé progressivement. Voilà pourquoi il est important, quoi qu'il en soit, que tous ces morts, que le sang de toutes ces personnes qui sont en train de couler, que tous ces Camerounais qui sont en train de mourir, il faudrait bien qu'il y ait une séance, entre guillemets, je dis bien une séance d'expiation et de pardon collectif pour que le sang de ces personnes qui a coulé ne crie pas vengeance et que les enfants et ceux qui ont vécu cela ne vivent pas avec le sentiment de ressenti. Il faudra donc, après avoir résolu la crise de manière macro, tenir en compte cet aspect sentimental qui est fondamental parce que c'est de l'apaisement des cœurs que viendra véritablement la paix. Alors pour une sortie de crise, les avis sont également divers. Il y en a qui veulent le fédéralisme, on a déjà parlé de ceux qui veulent la sécession. Le gouvernement lui dit vouloir la décentralisation et dit l'avoir parachevée en décembre dernier par les régionalisations. Est-ce qu'ici on peut se dire que la poire est quand même coupée en deux? La poire est coupée en deux, on peut le dire ainsi. Parce qu'en face de ceux qui disent fédéralisme, il y a ceux qui disent décentralisation, il y a ceux qui disent État unitaire décentralisé. Il faut juste faire observer que la question de l'État unitaire décentralisé au Cameroun ne date pas de 2019. Non. Avec la constitution de 96, 18 janvier 1996, le Cameroun avait opté, du point de vue de sa forme, d'être un État unitaire décentralisé. Mais vous savez bien qu'il a fallu 24 ans pour que la décentralisation soit totalement mise en œuvre. Mise en œuvre non seulement du point de vue institutionnel, à travers les régions qui sont maintenant mises en œuvre, mais mise en œuvre aussi du point de vue financier. Parce que c'est aujourd'hui que l'on se rende compte que du point de vue de la décentralisation, la question du transfert des compétences n'était pas suffisante. Il fallait aussi procéder à un transfert de moyens. Voilà pourquoi la loi de finances et surtout le Code général des collectivités territoriales décentralisées qui a été adopté dans la suite du grand dialogue national a considéré qu'il était important pour implémenter la décentralisation que 15% du budget de l'État soit adressé à la question de la décentralisation. Mais il faut aussi reconnaître en réalité, et ce n'est pas pour accuser un tel ou un tel, il faut reconnaître que le retard dans la mise en place de ce processus de décentralisation est un peu la cause du sentiment de marginalisation ou alors de ce sentiment d'exclusion que les uns et les autres ont pu ressentir. Parce que depuis 1996, certes, il y a eu 2004 avec les lois sur les communes, les lois sur les régions de 2004, les lois portant orientation de la décentralisation de 2004, mais c'est véritablement en 2019, avec l'explosion de la crise anglophone, avec le grand dialogue national, qu'on a eu l'impression et la mise en place des régions, qu'on a eu le sentiment qu'il y a eu finalement une volonté d'implémenter la décentralisation, d'où le discours ambiant, la rhétorique ambiance. On parle tantôt de décentralisation avancée, de décentralisation accélérée, et autant de rhétorique qui revient dans le discours des dirigeants politiques pour dire qu'on est véritablement engagé dans une volonté de décentralisation. Mais une fois encore, vous savez qu'il ne suffit pas de le dire pour que la décentralisation advienne. Parce qu'à ce jour, on connaît beaucoup
beaucoup d'impérities qui semblent être encore des obstacles à une mise en place véritable de la décentralisation territoriale au Cameroun. Donc, selon vous, on ne peut pas encore dire que nous sommes un État décentralisé? Non, du point de vue de la forme et du point de vue de la Constitution, concrètement, du point de vue formel, oui, normatif, le Cameroun est un État unitaire décentralisé, la Constitution le dit. Du point de vue institutionnel, le Cameroun est un État unitaire décentralisé par la présence des communes et des régions. Oui. Maintenant, du point de vue pratique, est-ce qu'il suffit de le dire? Est-ce qu'il suffit qu'il y ait cet habillage? Est-ce qu'il suffit qu'il y ait toutes ces structurations normatives et institutionnelles pour qu'advienne la décentralisation? Ça, c'est autre chose. Et il ne me semble pas. C'est peut-être important que cet aspect normatif soit mis en place, que cet aspect institutionnel soit mis en place, mais encore, il faudrait que dans la pratique, que les gens, les uns et les autres, soient épris véritablement du sentiment de décentralisation, qu'on ne se retrouve pas finalement dans un processus de décentralisation, recentralisation. Et de nombreux cas de l'actualité aujourd'hui nous instruisent sur la question. Est-ce qu'on n'est pas un peu sévère, j'ai envie de dire, puisque c'est en décembre qu'on a eu les régionales, est-ce qu'on ne devrait pas, ou alors c'est... Peut-être c'est être trop gentil de dire qu'au 4e mois, on ne devrait pas déjà ressentir. C'est peut-être trop tôt, peut-être d'évaluer les régions. C'est peut-être trop tôt aujourd'hui d'évaluer le processus de décentralisation au Cameroun. Mais je dis simplement qu'il y a un ensemble de signaux, qui permettent de dire, attention, si on ne fait pas suffisamment attention, il est fort à craindre que la décentralisation qu'on veut accélérer, qu'on veut avancer, finisse par être grippée. On parle de décentralisation, alors des communes territoriales décentralisées. J'aimerais quand même avec vous, vous êtes un expert de la question, revenir sur quelques aspects. De façon générale, les compétences permettent aux collectivités territoriales décentralisées de promouvoir la démocratie participative. Je voudrais m'arrêter déjà là. À quoi renvoie cette expression, démocratie participative? Alors, je ne vais pas convoquer les auteurs, je vais faire simple. En vous donnant une définition compréhensible du commun des mortels. La démocratie participative voudrait simplement que tout le monde soit associé à la gestion de la chose commune. D'accord. Ce n'est pas l'idée d'une démocratie populaire, parce qu'il est évidemment difficile de mettre tout le monde. La démocratie athénienne, comme nous l'avons connue sous les Alpes, il est difficile de rassembler tout le monde. Mais au moins, que la plus grande partie soit représentée et surtout participe. Elle participe non seulement dans le choix de ceux qui doivent être les dirigeants, mais ils participent également dans la prise en compte de leur avis. Parce que tout ce qui est implémenté, c'est à leur bénéfice. Il doit donc être mis en place des canaux, des voies et des passerelles qui permettent donc à ces populations, à ces citoyens de pouvoir participer à l'expression démocratique. Je continue la définition, la gouvernance et le développement local. Alors, la gouvernance est un concept, pour rester sur la gouvernance est un concept suffisamment grand. Et revenir sur les définitions, il y a tellement d'approches de la gouvernance. Vous savez que le concept de gouvernance, précisément, est arrivé dans notre contexte en Afrique avec ce qu'on a connu, les programmes d'ajustement structurel, qui avaient été matérialisés sous le principe par l'instrument qu'est la conditionnalité. C'est à partir de ce moment que les institutions internationales et bailleurs de fonds avaient observé que la crise que traversaient les États africains dans les années 80 était véritablement une crise de la gouvernance. Et à partir de ce moment, les institutions de Bretton Woods, qu'il s'agisse de la Banque mondiale, des FMI, avaient tenté de donner un certain nombre de définitions de la gouvernance, ce qu'ils mettaient dans la gouvernance, mais de manière simple. On va essayer de schématiser pour permettre aux uns aux autres de nous comprendre de manière simple. Qu'est-ce qui veut dire gouverner en réalité? La gouvernance peut être appréhendée sur plusieurs aspects. Premièrement, la gouvernance, elle peut être politique. Et deux aspects constitutifs sont constitutifs de la gouvernance politique. C'est la démocratie et c'est l'état de droit. La gouvernance, elle peut être économique. La gouvernance, elle peut être syndicale. La gouvernance, elle peut être sociale. La gouvernance, elle peut être sanitaire, le Covid. La gouvernance, elle peut être universitaire. Elle se retrouve dans tous les secteurs. Au fond,
pour mieux comprendre ce que c'est que la gouvernance, il faut se rattacher aux critères ou alors à ce qu'on appelle les indicateurs. Ce qui permet de dire que dans tel aspect précisément, on est en présence d'un cas de gouvernance ou alors de bonne gouvernance. Parce que l'idée de gouvernance, derrière l'idée de gouvernance et de bonne gouvernance, se cache l'idée contraire de mauvaise gouvernance. Alors, quels sont les indicateurs pour dire que face à cette situation, on est en présence d'une bonne gouvernance? Premier indicateur, c'est la transparence. On ne peut pas parler de gouvernance sans parler de transparence. Deuxième indicateur, c'est la reddition des comptes. On ne peut pas parler de bonne gouvernance sans parler de l'obligation de rendre compte. Troisième indicateur de la gouvernance, c'est la responsabilité. On ne peut pas être en responsabilité, être chargé de gérer quelque chose et ne pas être capable d'en répondre. Quatrième indicateur, c'est la participation de tous et de chacun. La gouvernance implique la prise en compte des opinions diverses des uns et des autres. Il y a un autre indicateur fondamental, c'est la sanction. Il ne peut pas avoir gouvernance sans sanction. Il faut pouvoir sanctionner ceux qui vont au-delà d'un certain nombre de règles de la gouvernance. Donc, voilà un ensemble d'indicateurs. On peut en évoquer d'autres, hein. Il y a plusieurs autres indicateurs. La gouvernance, de toutes les manières, de manière simple, revient à gérer, pour la ramener à la chose publique, à gérer la chose publique en ce que les juristes appellent bonus pater familias, en bon père de famille. Que la chose publique, en réalité, ne soit pas objet d'appropriation. Que la chose publique soit comprise comme la chose de tous et de chacun. Et en tant que telle, doit être gérée avec une certaine manière, avec une certaine éthique, avec une certaine considération. Parce que la responsabilité qui nous incombe de la gérer, ce n'est pas parce que nous avons plus de mérite que les uns et les autres. Non, on nous donne cette responsabilité pour que nous gérions en bon père de famille et au bien des uns et des autres. Et bonne gouvernance induit un bon développement local. Alors le développement local, il est fondamental. Et la gouvernance, la bonne gouvernance est un indicateur fondamental, est un principe fondamental du développement local. Parce que voyez-vous, il est impossible, par exemple, pour mieux comprendre ce que c'est que le développement local. Parce que je n'aime pas souvent évoquer les considérations théoriques, les considérations des auteurs pour perdre les téléspectateurs. Il faut toujours parler de manière à contenter tout le monde pour qu'on puisse comprendre. Je vais prendre par exemple une localité. Laquelle par exemple? Laquelle vous conviendrait? Bamendou. Bamendou, par exemple. Parlons de Bamendou. Si on veut, par exemple, parler du développement dans Bamendou, le développement local, est-ce que vous pensez que c'est opportun de rester à Bafoussam ou bien de rester à Yaoundé et de décider que les gens de Bamendou ont besoin de ceci? Naturellement, non. Non. Il faudrait que ceux qui vivent à Bamendou puissent être capables de dire « Voici ce dont nous avons besoin. Voici nos besoins. Nous avons besoin d'eau. Nous avons besoin de lumière, nous avons besoin des routes, nous avons besoin des écoles, nous avons besoin des centres de santé. Des centres de santé. Nous avons besoin d'un stade, nous avons besoin d'un jardin public. Nous avons besoin. C'est à partir de l'expression de ces besoins qu'on est mieux capable d'apporter une réponse à ceux qui y vivent et promouvoir un développement local. Parce que n'oubliez pas que dans l'esprit de développement, il y a surtout l'idée d'épanouissement de ceux pour qui le développement est adressé. Et le développement, il doit être localisé. Parce que les préoccupations, par exemple, des populations de Bamendou ne sont pas les mêmes préoccupations que ceux, par exemple, des Guidigis, ou alors ceux qui se retrouvent à Ndjombe-Penja, ou ceux qui se retrouvent à San-Melima, ou ceux alors qui se retrouvent à Ambam et un peu partout, ou bien dans l'est du Cameroun. Dans le développement, il doit correspondre, dans l'esprit d'une bonne gouvernance, à l'aspiration de ceux et celles pour qui ce développement, il est promu. C'est pour l'épanouissement de ces populations que le développement local, il doit être actionné. Est-ce qu'on peut se dire, ou alors, peut-être que vous allez vous redire, hein, au regard de ce qui se passe aujourd'hui et selon ces définitions-là, est-ce qu'on peut déjà, j'ai envie de dire, cocher ce qui est fait aujourd'hui, ce qui marche dans notre décentralisation? Alors, ce qui marche dans notre décentralisation, comme vous avez dit, c'est qu'on a un cadre normatif. On a ce qu'on appelle le Code général des collectivités territoriales décentralisées en 2019. On a un cadre normatif qui existe déjà et c'est intéressant. Deuxième chose, on a un cadre institutionnel. On a les communes, on a les régions.
Les communes, on a vu leur opérationnalité. Il serait peut-être intéressant aujourd'hui, et c'est un pavé que je jette dans la mare à l'attention des chercheurs, qu'avant que peut-être les régions ne soient opérationnalisées, que les chercheurs s'intéressent à ce qu'a pu apporter les communes pendant toute leur existence, parce que vous savez que les communes ont précédé les régions dans l'implémentation de la décentralisation. Mais finalement, d'évaluer quel a été l'apport des communes. C'est important peut-être de mener cette étude. Elle semble fastidieuse, mais elle semble surtout intéressante et elle semble pertinente pour mieux adresser la question des régions. Parce qu'il ne suffit pas de se faire une superposition institutionnelle pour acter de ce que la décentralisation elle est en marche. Donc, on a un cadre normatif qui est perfectible avec ses imperfections. On a un cadre institutionnel qui est présent. Ça, c'est déjà intéressant. On a des personnes qui ont été mises en place à la tête des régions, même si c'était suffisamment controversé. Une décentralisation nominative. On a vu des secrétaires généraux qui ont été nommés, des présidents des conseils régionaux qui ont été installés. Bref, ça fait partie autant d'éléments. Mais il ne faut pas minorer ces éléments. Ce sont des éléments qui sont pertinents dans l'analyse, dans la perception ou bien dans la volonté d'implémentation de la décentralisation. Ce sont des indicateurs qui sont importants à prendre en compte. Donc, de ce point de vue, c'est intéressant. On voit également, en ce qui marche, une volonté de l'État de pouvoir mettre de l'argent, de pouvoir assurer, au-delà d'un transfert de compétences, un transfert de moyens. Certes, on n'est pas encore au 15%. Et ça peut se comprendre au regard des nombreux fronts sur lesquels le Cameroun est engagé, et précisément sur le front de la guerre, qui pompe suffisamment la ressource financière. Au regard également des nombreuses défaillances dans le système, par exemple, de gestion de l'argent public au Cameroun. J'évoque la question de la corruption. J'évoque la question des détournements des deniers publics. Voilà autant de choses qui aspirent la masse financière qui est capable d'être mobilisée et d'être implémentée dans le cadre de la décentralisation. Néanmoins, on observe qu'il y a une volonté de l'État de faire un premier pas. Certes, la somme qui avait été adressée, je crois qu'une année avant, en 2019, on était peut-être à 1%, et cette année, me semble-t-il, on est à 7%, quelque chose par là. C'est déjà quelque chose d'intéressant. C'est important. Donc, de ce point de vue, on voit qu'il y a une volonté néanmoins d'implémenter. Mais il ne suffit pas de le faire. Et je ne voudrais pas m'engager, jouer les oiseaux de mauvais augure en annonçant une décentralisation peut-être qui n'adviendra pas. Non, je voudrais plutôt, à l'opposé de ceux qui peuvent le penser, dire laissons le temps à ce processus de se développer, de voir comment les régions vont être implémentées. Et d'ici là, peut-être un an, on pourra se jeter à un véritable bilan de ce que cette décentralisation peut apporter ou pas. D'accord. Est-ce que la décentralisation, selon vous, aujourd'hui, peut être une solution aux problèmes de gouvernance? Et concrètement, est-ce qu'avec cette décentralisation, les actes de corruption vont ou peuvent cesser au Cameroun? Alors, une solution à la décentralisation est une solution de gouvernance. Une solution à la gouvernance, effectivement. Parce que dans l'esprit de décentralisation, il y a une idée qui se cache fondamentale. C'est l'idée de déconcentration du pouvoir. Mieux encore, d'émiettement du pouvoir. Parce que vous savez que lorsqu'il y a un accaparement du pouvoir, une concentration, c'est ça l'expression, une concentration du pouvoir entre les mains d'un seul homme, eh bien Montesquieu nous parle. Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Et pour qu'il n'en abuse, il faudrait que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc, il faudrait dans l'esprit de la décentralisation, c'est de pouvoir concasser ce pouvoir, première chose, de remettre, d'émietter ce pouvoir et de remettre des parcelles de ce pouvoir à des aspects précis. Pour que, par exemple, si les gens ont peut-être des choses à faire, que tout le monde, par exemple, au Cameroun, ne se sente pas obligé d'aller à Yaoundé pour résoudre les problèmes. Que celui qui se trouve, par exemple, à Mokolo, s'il a un problème, puisse adresser son problème, par exemple, dans son département, puisse adresser son problème dans son arrondissement, puisse adresser le problème dans sa région. Donc, dans ce sens, la décentralisation est quelque chose de fondamental lorsqu'elle est bien implémentée, lorsqu'elle est surtout bien comprise, parce que la décentralisation, elle est fortement tributaire de ceux qui l'animent, des acteurs. Voyez-vous, on peut prôner la décentralisation autant qu'on veut. On peut la dire avancée, on peut la dire accélérée. Mais si nous n'avons pas la ressource humaine, si nous n'avons pas des personnes qui sont épris du profond sentiment de décentralisation, je vous le dis ainsi, ou bien qui ont la vertu même, la compréhension même de ce que veut et ce qu'implique la décentralisation, eh bien, la décentralisation, elle sera plombée
par cette ressource humaine qui est chargée de l'opérationnaliser. Donc, dans son principe, la décentralisation est fondamentale dans l'esprit de la gouvernance. Parce que la gouvernance, en réalité, mérite la gouvernance, la bonne gouvernance ne s'opère pas avec la concentration du pouvoir. Elle est complètement à l'opposé de la concentration du pouvoir. Et en ce qui concerne les actes de corruption, il est fondamentalement difficile, il est un peu difficile de lier la bonne gouvernance, la décentralisation et la corruption, voyez-vous, parce que la corruption semble être un mal qui s'opère aussi bien dans un système de concentration du pouvoir que dans un système de décentralisation. La corruption en elle-même est un véritable cancer. Et cette question mérite d'être adressée. Et vous savez, pour revenir sur la personne du cardinal Christian Toumi, que ça a longtemps été l'un de ses chemins, l'un de ses combats, la corruption au sein de la société camerounaise. Et il suffit pour s'en rendre compte de ce que la corruption est un véritable cancer, une véritable hydre mortelle dans la société camerounaise. Il suffit de se référer aux rapports de certaines institutions. Certes, on dit souvent que les rapports des institutions, des organisations internationales sont biaisés. Transparency International, les rapports sont biaisés parfois. Parfois, on dit que les organisations internationales qui accablent le Cameroun des faits de corruption sont biaisés. Mais j'invite surtout mes compatriotes à lire les rapports qui sont produits par les instances nationales. Allez lire le rapport de la Commission nationale anticorruption du Cameroun, mais vous n'en reviendrez pas. Allez lire les rapports de l'ANIF sur l'état de la corruption au Cameroun et les détournements. Vous n'en reviendrez pas. Mieux, allez lire les rapports produits par la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun. Voilà l'une des instances au Cameroun qui fait un magnifique, je dis bien un magnifique travail de contrôle des finances publiques au Cameroun, mais dont les rapports et surtout les travaux sont passés par perte et profit. Nous semble-t-il, je voudrais faire observer rapidement qu'aujourd'hui, dans ce qui semble être l'affaire du Covid-Gate, entre guillemets, au Cameroun, eh bien tout est parti d'un rapport d'étape de la Chambre des comptes du Cameroun. Allez voir pour vous rendre compte de ce que l'état de la corruption dans notre État est suffisamment grave. Et malgré les campagnes, malgré les discours volontaristes du président de la République, malgré les campagnes menées par la Commission nationale anticorruption, malgré les cellules anticorruption mises ici et là, dans les différentes institutions, on a le sentiment finalement que la corruption est devenue l'organe régulateur du rapport sociétal au Cameroun. Et ça pose un véritable problème. Le Cameroun ne peut pas se remettre, ne peut pas être véritablement s'affirmer comme une véritable puissance, puissance entre guillemets, ou alors comme un véritable un solide État aux racines solides, si la question de la corruption n'est pas suffisamment adressée. Et la question de la corruption, elle est d'abord morale. J'allais vous demander comment faire donc pour éradiquer la corruption de nos habitudes, de notre société. Une fois encore, je n'ai pas de solution miracle. Pas de solution miracle. Nous pouvons qu'avoir des propositions. Alors, je voudrais vous faire observer rapidement qu'il n'y a pas un État au Cameroun, un État au monde où il n'y a pas de corruption. Il y a des États où la corruption n'est pas suffisamment élevée. On peut citer par exemple la Finlande. On peut citer des États comme la Norvège. Okay? Mais on a le malheur, malheureusement, je ne sais pas, que la plupart des fois, quand on évoque la corruption, c'est toujours un peu l'Afrique. Alors, comment l'adresser? La question, elle est suffisamment difficile. Je pense que le rapport à la chose publique, première chose, est fondamentale. Elle est fondamentale. On doit définir au Cameroun, d'abord, pour ceux qui ont la charge des responsabilités, doivent avoir un nouveau rapport à la chose publique. Et tout part d'une certaine éthique vis-à-vis de la chose publique, d'une certaine morale. Il faut restaurer la morale et l'éthique dans notre société. Voyez-vous, il n'y a pas une société qui puisse se bâtir en dehors de la morale. On a beau avoir des stades, on a beau avoir les meilleures routes, on a beau avoir les meilleures industries, on a beau avoir les escalators en nombre au Cameroun, mais voyez-vous, si nous n'avons pas une certaine éthique, une certaine morale publique, une certaine considération de la chose publique, ça ne servira absolument à rien. Deuxièmement, il faudrait que les populations que nous sommes, qu'on puisse avoir un nouveau rapport également à la chose publique. Comment comprendre que pour avoir un service, c'est comme répandu dans l'opinion publique, il faut donner quelque chose. Je pense que ça passe peut-être par des actes de sanction,
comme on l'a dit, parce que c'est un élément de la bonne gouvernance. Ça passe peut-être par la sanction, mais une sanction véritable, pas une sanction qui semble être parfois à tête chercheuse. Non, il faut une véritable sanction. Première chose. Et une sanction publique qui sert de leçon aux autres. Mais surtout, il faut instaurer une nouvelle morale, une nouvelle moralité publique dans la société camerounaise. Une certaine éthique. Et une éthique qui est attachée à quoi? Aux valeurs. Parce qu'on est véritablement dans une société qui semble avoir perdu des valeurs. La norme aujourd'hui semble être peut-être celui qui a beaucoup d'argent. La norme peut-être semble être l'enrichissement. La norme semble être à celui qui boira le plus grand nombre de ruinards, sans publicité, ou bien de vin. La norme complètement, elle semble à celui peut-être qui se fera un tel ou un tel. Donc, il y a un besoin nécessaire de reconstruire la morale publique. Et cette reconstruction de la morale publique commence au bas âge. Ça doit commencer dans nos écoles. Et à cet exercice, il y a beaucoup, mais alors beaucoup de travaux et surtout beaucoup de personnalités dans ce public qui sont capables de s'asseoir pour repenser une société assise sur une véritable éthique. Vous avez parlé Covid-Gate tout à l'heure. Je vais rappeler que vous êtes également co-auteur d'un ouvrage intitulé Covid-19 et droit au Cameroun, regard pluriel. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cet ouvrage et pourquoi les regards pluriels? Alors, de manière simple, je voudrais encore rendre hommage ici aux étudiants de la promotion 2006 de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Tchang, rassemblés au sein d'une association appelée l'association Atlitem. L'ouvrage Covid-19 et droit au Cameroun, regard pluriel, en réalité, est le fruit de cette promotion qui se revendique des têtes couronnées. C'est la seule promotion sans prétention, pas peut-être parce que j'appartiens à cette promotion, c'est l'une des promotions de l'Université de Tchang, Faculté des sciences juridiques et politiques 2006, qui peut se revendiquer d'une vingtaine ou d'une trentaine de docteurs. C'est l'une des promotions qui se revendique d'un ensemble de personnalités dans toutes les sphères de l'administration publique au Cameroun. Des juristes, des avocats, des banquiers, des personnes dans la petite économie sociale et familiale. Autant de secteurs dans lesquels on retrouve les membres de cette promotion. Donc, en réalité, cet ouvrage est le fruit de cette promotion qui entend jouer sa partition et dans le cadre du Covid, qui a entendu apporter sa contribution doctrinale. Essentiellement, le regard, il est pluriel. Pourquoi? Parce qu'il met encore ensemble un cocktail d'intelligence, un ensemble d'auteurs qui ont essayé donc, émanant de cette promotion et qui a associé 2 ou 3 autres personnes hors de cette promotion pour donner un regard sur la question du Covid vu du point de vue des juristes. Et lorsqu'on parle des juristes, il s'agit des juristes publicistes, c'est-à-dire de droit public, mais également des juristes privatistes. Et un peu des politologues aussi. Voilà pourquoi le regard, il est pluriel. C'est une contribution donc que nous avons essayé d'apporter parce que la Covid ayant suffisamment émoustillé le monde de la recherche, il nous a semblé important dans un environnement où, précisément, nous n'avons pas semblé percevoir, du point de vue de la recherche universitaire, un ensemble de réflexions en rapport avec le Covid et le droit. Certes, il y a un magnifique travail qui a été accompli et qui a été publié sous la revue Nemro, mais il nous a semblé important de compiler toutes ces réflexions dans le cadre d'un ouvrage et donc d'adresser la question pour voir finalement comment le droit a été mobilisé comme arme contre le Covid, première chose, et deuxièmement, comment le droit dans ses différentes branches a été impacté par le Covid. Voilà la substance de la réflexion que nous avons essayé de mobiliser dans le cadre de cet ouvrage. Pour revenir à la bonne gouvernance, vous avez parlé tout à l'heure de Covid-Gate. Est-ce qu'on devrait, en écoutant tous les audits qui vont être faits, est-ce qu'il faut se dire que cette maladie a aussi développer, je ne veux pas dire l'économie de guerre. Est-ce qu'il y a une petite économie qui s'est également créée autour de cette pandémie? Vous ne semblez pas si bien le dire. Nous avons été les premiers dans le cadre d'une contribution, d'une réflexion, parce que l'universitaire est toujours en alerte, essaye de penser la société qui vient, ou alors essaye d'anticiper. Dès les premiers instants de la Covid, dans le cadre d'une réflexion que nous avons menée, spécialistes de la commande publique, nous avons senti qu'il y a quelque chose qui se passerait. Et nous avons été les premiers à dire, certes, la Covid elle va passer, mais il est important qu'au lendemain de la Covid, que des audits soient menés, parce que la Covid, l'occasion de la Covid, brassant un ensemble de fonds, pouvait donner lieu à ce que nous sommes en train de regretter aujourd'hui. Et nous avons sonné le tocsin. Nous avons sonné la cloche d'alerte pour dire,
Il fallait absolument que tout ce qui a été géré dans le cadre du Covid soit rendu public. Et aujourd'hui, les audits qui sont menés nous donnent raison. Parce que voyez-vous, il y a tellement d'argent qui a été brassé dans le cadre du Covid. On a entendu tellement de choses. On a entendu l'action des parlementaires et de Jean-Michel Nitieux qui a fait un travail, qui a fait un certain nombre de révélations en ce qui concerne les marchés publics qui ont été passés dans le cadre de la Covid. Vrai ou faux, nous n'en savons rien. Mais toujours est-il que premièrement, le rapport d'étape de la Chambre des comptes tend à démontrer que dans le cadre de la gestion du Covid, il y a eu beaucoup de travers. Deuxième chose, le déclenchement des enquêtes judiciaires ordonnées par le président de la République tend effectivement à conforter notre opinion selon laquelle la gestion du Covid n'a pas été faite. La gestion des fonds du Covid n'a pas toujours été faite dans la règle de l'art et qu'il y a des choses à rechercher. Dans l'initiative, dans le cadre d'une bonne gouvernance, c'est quelque chose de fondamental. Il est toujours important d'évoquer et de questionner tous ces aspects ou bien toutes ces affaires publiques qui brassent autant d'argent. Il en est ainsi du Covid, mais il en est ainsi de nombreuses autres choses. Et Dieu seul sait qu'au Cameroun, nous avons beaucoup de dossiers sur lesquels il serait intéressant que des audits soient menés et que des responsabilités soient tirées. Parce qu'au final, c'est de l'argent public. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont passé l'arme à côté, qui ont trépassé dans le cadre de cette Covid. Est-ce à cause des détournements? C'est une question dont c'était fondamental et c'est important. Ces audits-là, elles sont la bienvenue. On parle peut-être du Covid-Gate, mais il est important qu'on ait des conclusions et que ces enquêtes, ces audits qui sont menés, que le rapport d'étape de la Chambre des comptes soit complété par un rapport définitif et que finalement les responsabilités soient tirées. Je ne veux pas me faire le défenseur des gestionnaires de la pandémie, de la maladie Covid au Cameroun, mais est-ce qu'ici, on ne peut pas se dire, le fait était nouveau, il y avait de l'agitation, je veux dire, on ne savait pas comment gérer, il y a un peu, ça allait dans tous les sens. Est-ce que ceci ne peut pas justifier cela? La nouveauté de la Covid, en réalité, ne plaide pas pour une mauvaise gestion. Si vous êtes très attentif, vous observerez que la plupart, entre guillemets, des malversations financières qui sont adressées dans le cadre de la gestion des Covid ont été passées dans le cadre des marchés publics. D'accord. Or, au Cameroun, il existe une réglementation sur les marchés publics. Il existe un code de marché public qui date du 12 juin 2018 pour les entreprises publiques, les établissements publics, et du 20 juin 2018 pardon, pour les marchés publics en général. Mais ce qu'on a observé dans le cadre de la gestion du Covid, c'est qu'il y avait une note du secrétaire général à la présidence de la République dans le cadre d'un marché qui demandait de passer des marchés selon une certaine procédure dans le cadre de la gestion des marchés Covid. Et dans le cadre de notre analyse, nous avons observé qu'il s'agissait en réalité d'une dérogation au cadre général qui encadre la passation des marchés publics au Cameroun. À partir de ce moment, nous avons perçu qu'il y avait quelque chose qui devrait se passer. Peut-être justement du fait de la maladie, on ne l'avait pas encore bien cerné. Je veux dire, même les médecins ont tâtonné un peu, pas seulement les médecins camerounais, de façon générale, on tâtonnait un peu. Je me dis que cette dérogation, peut-être c'était au regard de qu'on ne cerne pas très bien ce qui nous arrive. Alors, il faut dissocier deux choses. La gestion de la pandémie, la gestion opérationnelle, la gestion clinique hospitalière de la maladie. Ça, c'est une chose. Ouais. Et c'est normal qu'elle ait donné lieu à toutes les embrouilles. Et jusqu'aujourd'hui encore, il y a suffisamment de controverses autour de la gestion. Et aucun État, même l'État le plus puissant au monde, qu'est les États-Unis, n'ont pas pu adresser la question de la Covid avec justesse. Ouais. Ça, il faut pouvoir le dire. Mais il y a un autre volet, et c'est celui-là que j'adresse précisément, le volet financier. Ouais. Le volet de la passation des marchés publics. Et c'est à ce niveau précisément qu'on observe beaucoup de malversations. Je pense que la Covid, les marchés publics ne sont pas nés avec l'avènement de la Covid-19. Et c'est sur ces mots que nous allons refermer cette émission. Merci beaucoup, Dr Steve Tamton, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir de discuter avec vous. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.